Alors, pour être sûr de tenir en 7 minutes, j'ai choisi de faire 2 cas cliniques et puis de rappeler les recommandations à propos de ces 2 cas. Donc, le premier, c'est un patient qui, malheureusement, nous laisse de mauvais souvenirs. C'était un ancien pilote professionnel. Il avait volé sur Concorde, il avait totalisé plus de 16 000 heures de vol pendant sa carrière professionnelle. Et il continuait d'ailleurs une activité professionnelle d'instructeur sur avion IFR. Il donnait des cours de pilotage, y compris dans un aéroclub de montagne. Donc passionné d'aéronautique, il nous demande un renouvellement de licence. Et puis là, donc, il a une expertise au CEMPN de Percy. Et on découvre qu'en fait, il était passé entre les mailles du filet. C'était un coronarien méconnu. Il avait une épreuve d'effort positive, une ischémie documentée à la scintigraphie, à 2 reprises, dans un territoire postérolatéral, 4 segments sur 17, donc 23% d'ischémie comme extension dans le ventricule gauche. Le scanner a bien confirmé que cette ischémie était liée à une coronaropathie. Il avait une sténose qui, au scanner, ne semblait pas serrée sur la coronaire droite. Et au Holter, il faisait des épisodes de sous-décalage de ST, pas toujours spécifiques, mais enfin dans le cas présent associé à l'ischémie myocardique scintigraphique, c'était vraiment de l'ischémie. Et surtout, une hyperexcitabilité ventriculaire polymorphe avec des doublets. Et vous comprendrez pourquoi cette hyperexcitabilité ventriculaire était importante. Donc le médecin du CEMPN le met inapte devant cette ischémie silencieuse, un patient qui n'a jamais eu d'angor, malgré un traitement. Bon, voilà l'ischémie postérolatérale. Passionné d'aéronautique, il demande une dérogation au conseil médical, que M. Grogoja connaît bien. Il est refusé cette dérogation, il vient en appel, on refuse une deuxième fois cette dérogation. Le patient ne se laisse pas abattre, il vient me voir en consultation, sachant que je faisais partie de ce conseil médical, et essaie de me convaincre de son excellent état général, ce qui était le cas, de l'absence d'angor, ce qui était le cas, mais enfin je revois sa scintigraphie, le scanner, donc je lui propose une coronarographie. Le patient souhaite réfléchir, donc j'écris, vous voyez dans mon courrier, que je suis à sa disposition pour le revoir et programmer l'examen s'il le désire. Donc il m'écrit 1 mois plus tard environ, finalement il a réfléchi, il est inapte pour voler, et donc il accepte de faire cet examen. Alors j'ai pas mis tout son courrier, très beau courrier, à visée pronostic et à visée également pour reprendre son activité de pilotage, si on peut le vasculariser. Alors la coronarographie se passe assez simplement, par voie radiale. On découvre une occlusion ostiale de la circonflexe. Le scanner était passé à côté, avec une reprise homolatérale et contralatérale, et puis une sténose très serrée du segment 1 de la droite, qui explique donc cette ischémie postérolatérale. Bon, à l'époque, on avait déjà les recommandations classe 1 pour revasculariser en cas d'ischémie silencieuse supérieure à 10%. Ces indications d'ailleurs ont été confirmées en 2014. Ça changera peut-être d'ailleurs après ischémia. Il y a une étude randomisée en cours dans l'ischémie. Enfin, pour l'instant, en tout cas, c'est toujours d'actualité de revasculariser lorsqu'on a plus de 10% d'ischémie, que l'ischémie soit silencieuse ou symptomatique. Donc l'intervention se passe assez simplement, sauf que le stent c'était tellement serré que le stent ne voulait pas descendre, donc il a fallu prédilater au ballon. Enfin, globalement, vous voyez qu'il y avait un très bon résultat. Et là, malheureusement, je pense que Olivier se souvient de la suite, donc il me passe un coup de fil au milieu de la nuit. On lui dit, écoute, je suis vraiment désolé, mais ton patient est mort. On l'a retrouvé inanimé, cyanosé dans la salle de bain, on n'a pas pu le réanimer. On l'a massé pendant une demi-heure, il n'y a rien eu à faire. J'ai repris le compte-rendu d'Aude Brucker, qui était DES à l'époque. Une autopsie est demandée, tu t'en souviens peut-être aussi, Gilles. On n'a pas retrouvé de cause de décès, ni extracardiaque, ni de thrombose de stent, ni d'émou péricarde. On craint toujours la thrombose de stent, quand on a une mort subite comme ça dans les 24 premières heures d'une procédure. Et par contre, à l'autopsie, on découvre des lésions cicatricielles de la paroi antérieure. Je vous rappelle que ce patient avait une hyperexcitabilité ventriculaire, donc d'après les rythmologues, il a eu la mauvaise idée de faire une fibrillation ventriculaire quelques heures après son angioplastie. Un peu dur à avaler quand même. Donc je vous rappelle les recommandations de l'ESC, qui sont faites par un excellent auteur. Ces patients âgés ont un plus haut risque de complications pendant et après la procédure de revascularisation. Alors ça, c'est confirmé chez ce patient, même si on n'est pas certain de la responsabilité du stent.
Chez ces patients, on préfère souvent l'angioplastie au pontage, mais l'âge ne doit pas être le seul facteur de choix dans la revascularisation. Alors chez ce patient, c'est vrai qu'on ne permettait pas une revascularisation complète, mais il n'y avait pas de sténose IVA, donc de toute façon, on ne lui aurait pas proposé de pontage. Les patients âgés, coronariens âgés, on a souvent des difficultés dans le diagnostic du fait des symptômes atypiques. Lui, c'était tellement atypique qu'il n'avait pas de symptômes du tout. Et des difficultés pour réaliser les épreuves d'effort. Alors, on a l'alternative de l'imagerie fonctionnelle, Persentine avec le scanner, 2 vues pour l'écho ou l'adénosine pour l'IRM. La population est souvent sous-représentée dans les études randomisées, et ce n'était pas le cas chez ce patient qui faisait 210 watts. Il y a souvent, on en a déjà parlé, des comorbidités très fréquentes. Bon, alors je voudrais quand même avoir une deuxième histoire un peu moins triste, un peu plus gaie. Donc là, ça débute la nuit, cette fois-ci, par un syndrome coronarien aigu. Alors on n'est toujours pas très bien réveillé quand le téléphone sonne. On est au milieu de la nuit, on dit quel âge, quel délai. Alors l'âge, bon, à peu près 80, mais elle est vraiment très bien, tout à fait autonome, elle vit chez elle. Bon, elle a pris 5 ans pendant le transfert, comme souvent. Elle est en choc cardiogénique. Alors ça, c'est pas très bon, après 75 ans, le choc cardiogénique. On avait fait une étude à la Pitié, là on avait regardé un peu ce que devenaient nos chocs cardiogéniques. On avait quand même 22% de survie à 6 mois, ce qui n'est pas beaucoup, hein, dans le choc cardiogénique après 75 ans, 60% avant 75 ans. Gérard Elft s'est intéressé aussi à l'influence de l'âge sur la survie après angioplastie primaire. Donc il avait pris des patients de plus de 90 ans. Dans 21% des cas, il y avait un choc. Et là aussi, il y avait la moitié de survie seulement à 1 an. Et puis on a tous en mémoire l'étude randomisée choc, où on ne montrait aucun bénéfice de l'angioplastie après 75 ans, même si dans le registre, il y avait un bénéfice de la vascularisation. Enfin, tout ça pour dire qu'on hésite quand même, les patients très âgés en choc, on hésite beaucoup. Bon, là, je m'étais laissé convaincre, on me disait vraiment qu'elle était très bien. Et puis on a la surprise de constater que les coronaires ne sont pas celles d'une patiente de 80 ans, 85 même. Coronaire gauche strictement normale, et une coronaire droite occluse, là vous voyez ici au segment 3. Alors elle avait, malgré son anémie, on lui a trouvé une anémie à 8 grammes, elle avait reçu de l'Effiant 60 mg, peut-être pas le meilleur choix chez les patients âgés, le Lovenox et l'aspirine. Elle était en bloc complet, en choc, elle était bleue quasiment. Et puis la procédure a été d'une simplicité déconcertante. Le seul passage du guide, comme on voit souvent dans la droite, entraîne un flux TIMI 3, fait disparaître complètement le bloc complet, elle se raccroche en 1 sur 1, et la tension qui était à 5,6 remonte à 14. Enfin, vraiment, et le bleu se transforme en rose. Enfin, vraiment, l'évolution est assez inhabituelle tout de même, pour être modeste. Je lui mets un stent, et finalement, donc on commande un peu de sang pour transfuser, on surveille l'hémoglobine. Voilà le résultat final. Comme quoi, même à 85 ans en choc, on peut parfois sauver quelques patients. Les suites sont parfaitement simples. Elle sort le 3e jour à domicile. Et on programme une hospitalisation le 11 mars, donc quelques jours plus tard, pour faire le bilan de cette anémie. Et là, bon, donc j'ai repris le contrôle de l'hospitalisation. Donc bilan d'une anémie normocytaire chez une patiente de 85 ans, autonome, hospitalisée pour infarctus inférieur sans dysfonction ventriculaire gauche, revascularisée sur la coronaire droite par un stent tenu. Elle refuse les explorations et sort contre avis médical. Bon. Et elle vient me voir, donc quelques jours plus tard, le 27 mars, en consultation. Je ne l'avais pas revue, en fait, depuis sa première hospitalisation. Elle était sous Effiant, diminué à 5 mg par jour du fait de l'âge, un IEC, bêta-bloquant, cardégique. Et là, elle me remercie de ce que j'ai fait. Elle me donne le livre qu'elle vient d'écrire sur l'abîmement instaurateur dans la logique de Hegel. Alors, je peux vous lire un petit passage, si vous voulez, ça va vous interpeller, probablement, comme ça m'a interpellé. À l'œuvre dans la philosophie, le négatif est au cœur de ce nouvel ouvrage, dont les thèmes de l'oubli et du ressouvenir, de la pensée comme liberté dans ses ressources proprement créatrices, exposent les implications logiques d'un abîmement, essentiellement duel, partant instaurateur, à la manière où l'est précisément le négatif. Bon, je ne vais pas tout vous lire, mais tout le bouquin est comme ça. Alors, je la regarde avec... elle sent un peu de perplexité dans mon regard. C'est une petite femme de moins d'1m50, 40 kilos. On lui donnerait tous les critères de fragilité. Mais il faut reconnaître que dans les yeux, il y a quelque chose qui pétille.
Et donc elle comprend ma perplexité et m'explique qu'avec le métier que vous faites, vous trouverez des passerelles qui vous permettront d'avancer un peu dans votre culture philosophique. Bon. Très bien. Les suites sont relativement simples pour elle. Elle fait une angiocolite, donc elle a une cholécystectomie quelques semaines plus tard, compliquée d'une effraction du grêle, en péropératoire, d'une fistule colique transverse, mais tout évolue bien. Elle me fait l'année suivante une insuffisance rénale, totalement réversible après l'arrêt des IEC. Elle revient me voir l'an dernier avec des douleurs suspectes. Alors du coup, je la regardais plus comme une femme de 87 ans, elle avait l'an dernier. Et je lui demande une IRM qui est strictement normale, pas de séquelles d'infarctus, pas d'ischémie. Et je l'ai revue le mois dernier, donc elle est en train de rédiger son dernier ouvrage sur Hegel, Différence et unité. Je n'en ai pas demandé plus. Elle n'a plus d'anémie, elle a une tension normale, elle a une créatinine normalisée, elle a un traitement simple. Vous voyez, je pourrais même lui arrêter le Témérite. Je ne suis pas sûr qu'elle le prenne d'ailleurs. Et donc, j'ai pas trouvé grand-chose sur les recommandations dans le ST+, mais je trouve que le ST- s'applique aussi bien au sujet âgé que dans le ST+. Donc, on recommande de choisir les antithrombotiques en fonction du poids. C'est vrai qu'elle doit faire une surface corporelle à 1,20 m peut-être, et de la fonction rénale. Les patients âgés, bon, lorsqu'on retient l'indication d'une stratégie invasive, et donc si on retient aussi l'indication de revascularisation, il faut certainement bien évaluer les risques et les bénéfices. Là, j'avais peut-être pas suffisamment évalué les bénéfices. Enfin, je ne regrette pas de m'être déplacé quand même. Estimer l'espérance de vie, donc on est déjà à pratiquement 5 ans depuis son stent. Les comorbidités, la qualité de vie, la fragilité, les préférences de la patiente. Elle était ravie de continuer à écrire. Et puis, ajuster les doses de bêta-bloquants, d'IEC. J'ai dû les arrêter du fait de son insuffisance rénale. Les statines, alors c'est assez discuté, j'ai lu pas mal d'articles où finalement on s'interroge sur l'intérêt des statines après 80 ans, mais elle, comme j'en donne 60, je continue. Et puis donc éviter tous les effets secondaires. Voilà, merci pour